Tandis que se prépare la conférence de Québec, où Churchill et Roosevelt doivent définir leur stratégie d'avenir, l'aviation anglo-saxonne profite des difficultés de l'Allemagne à l'Est, du gouvernement Badoglio en Italie, pour pilonner plus que jamais les villes allemandes et italiennes afin de démoraliser la population. En Allemagne, l'épreuve la durcirait plutôt. Mais en Italie, l'humeur est différente et monte la résistance au fascisme, à la guerre. Pour commenter les actualités italiennes et françaises, nous sommes avec Claudio Pavone, qui est le grand spécialiste de la résistance en Italie et qui précisément fut arrêté, un peu comme dans Rome, ville ouverte, puisque dans les actualités italiennes, on va proclamer Rome, ville ouverte. Claudio Pavone, à cette date, je crois que cet épisode de votre adolescence, de votre jeunesse, est comique et tragique. Oui, j'ai été arrêté du fait d'une équivoque. En effet, j'ai été déposé des tracts antifascistes, et plus particulièrement socialistes, dans l'auto du chef de la police fasciste. Mais je dois dire que ce ne fut pas un acte d'héroïsme, mais d'ignorance. En effet, je ne savais pas que cette voiture, c'était précisément celle du chef de la police. Bien évidemment, les gardes qui surveillaient le chef de la police m'ont arrêté sur le champ et m'ont jeté en prison. Et ensuite? Et après cela, j'ai été transféré de la prison de Rome, Medinaceli, vers une geôle qui se trouvait à côté de Bologne, au nord de l'Italie. C'est à ce moment-là que le gouvernement fasciste, soutenu par les Allemands, qui avaient occupé l'Italie après septembre, a rappelé les classes. Et moi, je suis de la classe 1920. Mes papiers étaient restés à Rome du fait de la grande confusion générale. Rome avait déjà été libérée le 4 juin 1944 et on a envoyé tous les jeunes vers les casernes pour être enrôlés dans l'armée fasciste. Moi, bien évidemment, je ne me suis pas présenté et j'ai recommencé une deuxième vie clandestine à Milan. Milan qui était à l'époque la capitale de la résistance italienne. Et là, j'ai milité avec un petit groupe gauchiste qui avait un nom un petit peu grandiloquent. On appelait Parti italien d'or. C'était un petit groupe d'intellectuels, quelques ouvriers. Un des très nombreux mouvements qui ressemblait au mouvement de la résistance française. Eh bien, on va se remémorer ces événements avec vous, mais comme vous êtes historien, vous pourrez aussi, avec le recul, en faire une analyse. Ecco gli obiettivi del nemico nelle nostre città. La monumentale chiesa di Santa Chiara, dal 300, il tempo in cui venne edificata, recava in armoniose forme d'arte l'impronta di ogni secolo della storia napoletana. Oggi, dopo il 96esimo bombardamento della città, tanta bellezza, tanta somma di memorie sono distrutte. Aspetti dolorosi e significativi dello scempio nemico. Il campanile della chiesa di Santa Lucia conserva nella rovina la sua campana ormai muta. Neppure il Palazzo Reale, così facilmente identificabile nella sua mole solenne, è stato risparmiato. I segni e le rovine delle bombe dicono che esso fu particolarmente preso di mira. La torre del Maschio Angioino porta fieramente la sua ferita. Come in altre nostre città marinare, anche in questo porto d'Italia si sono iniziati i lavori di recupero del carbone che per circa 40 anni si è andato ad ammassare sul fondale durante le operazioni di scarico. I palombari individuano le zone di deposito.
Questo recupero porterà un valido contributo al rifornimento delle industrie con notevoli quantitativi di carbone pregiato. Si ritiene che in breve tempo oltre 40.000 tonnellate di carbone potranno essere recuperate. Si preparano gli equipaggi per i nostri sommergibili. Si addestrano i giovani marinai specializzati che rimpiazzeranno gli anziani o prenderanno il posto dei gloriosi caduti nelle antiche e nelle nuove unità. La pratica trova il suo fondamento nella teoria e, prima che a bordo, si fa il tirocinio sui banchi di scuola. Si tratta, ben inteso, di una scuola fornita di ogni indispensabile attrezzatura. Anche la manovra dei cannoni si comincia ad imparare in classe. È un modello perfetto di sommergibile, dove gli allievi possono conoscere l'ubicazione dei macchinari che poi studieranno uno per uno. Si spiega il funzionamento dei motori a combustione, per passare poi ai quadri dei motori elettrici. Ecco gli allievi nella camera di manovra di un sommergibile, ma questo non galleggia sul mare. È ancora un modello grande al vero. Si abitua l'occhio all'osservazione al periscopio e a tradurre, mediante appositi congegni, i dati di avvistamento in dati di attacco. Il corso è finito. Gli allievi ormai provetti sfilano in parata per recarsi sul luogo dove si svolgerà una cerimonia piena di significato. Gli anziani fissano sulla divisa dei giovani il distintivo di sommergibilisti. Il momento atteso fino dai giorni della scuola è giunto. Si parte per la prima missione di guerra. L'innegabile affinità di impiego ci invita a passare da una base di sommergibili a un campo di aerosiluranti. Questi sono gli equipaggi dell'azione fulminea, come gli altri lo erano dell'insidia lenta, tormentosa, paziente. Segnalata sul mare una possibile preda, ci si prepara al decollo. I siluri sono già caricati sotto la carlinga. Le navi nemiche sono avvistate. Entrano in azione le artiglierie. Gli aerei proseguono impavidi manovrando fra gli scoppi dei proiettili. Il primo siluro è sganciato. Altre colonne d'acqua si levano. L'azione prosegue nonostante il rabbioso martellare delle armi nemiche.
Finita l'azione, gli aerosiluranti riprendono la via della base. Sul mare, relitti di navi segnano la loro vittoria. La seconda incursione aerea su Roma, vista e ripresa dai nostri operatori. L'uragano della guerra si abbatte anche su numerosi quartieri d'abitazione dei popolari rioni Prenestino, Casilino, Appio, San Lorenzo, Porta Maggiore e San Giovanni. Il rione Prenestino visto da Porta Maggiore mentre infuria il bombardamento. Una coltre di morte è distesa sull'urbe. Appena cessata l'incursione si inizia l'opera di soccorso. Via Casilina dopo il bombardamento. Vasti edifici destinati ad abitazione sono stati squarciati dalle bombe. Anche questa volta sono state colpite chiese e case di assistenza e di carità. Ecco l'aspetto di Santa Maria dell'Orto, distrutta in parte con l'annesso collegio e asilo d'infanzia. I bimbi si sono salvati nel rifugio della chiesa che, per quanto sovraccarico di macerie, ha resistito. Il Santo Padre si reca immediatamente sui luoghi colpiti. Ecco uno spettacolo unico al mondo, nella sua commovente semplicità. Il sommo pontefice fra il popolo, senza scorta, accompagnato soltanto dal sostituto della segreteria di Stato Monsignor Montini e dall'ingegnere Galeazzi. Il vicario di Cristo reca agli umili il suo benedicente conforto. Il Papa continua a visitare le zone colpite. Quando nel pomeriggio è stato dato il secondo allarme, gran parte della folla è corsa a rifugiarsi nella Basilica Lateranense, madre di tutte le chiese romane e facente parte dello Stato della Città del Vaticano. Nell'ultima incursione su Torino vengono colpiti chiese, opere di bene, edifici pubblici. Per la seconda volta un'opera benefica cara particolarmente ai torinesi, l'Ospizio del Cottolengo, è stata bersaglio del nemico. Colpito è anche l'ospedale civile. La biblioteca civica, ricca di volumi di gran pregio, non è più che una rovina. Fra i ruderi del museo preistorico, gli scheletri degli animali antidiluviani non sono stati toccati dall'offesa nemica. Caduta la protezione antiaerea, è riapparsa intatta la statua equestre di Emanuele Filiberto.
Cette statue est celle du duc de Savoie, Emmanuel Philibert. Elle a une grande valeur symbolique parce qu'après la chute de Mussolini, le 25 juillet 1943, la monarchie des Savoie a essayé de se présenter comme étant l'unique possibilité de sauver le pays et indiquer à la fin de ce journal, indiquer que tout ce qui a été sauvé, tout ce qui est intact des ruines de la ville de Turin, c'est une statue d'un duc de Savoie. Ça avait une valeur implicite, symbolique. C'était un message cultivé, certes, mais un message tout de même destiné à indiquer que l'Italie devait espérer dans la famille des Savoie. Et le régime qu'il y a eu entre le 25 juillet 1943 et le 8 septembre 1943, qu'on appelait les 45 jours de Badoglio, a représenté une tentative de sortie du fascisme en évitant au maximum les risques d'une rébellion sociale, d'une évolution plus intense du point de vue de la démocratie. Pendant cette période, on a essayé de négocier en sous-main avec les Alliés pour un armistice et en même temps pour marcher avec les Allemands pour leur dire la guerre continue. Et à cette époque-là, le fascisme, ça n'avait plus beaucoup de sens pour les Italiens. Alors même les images de ces ruines, et cela je vous l'ai déjà dit, ces destructions ont contribué à endurcir les Allemands. Mais pour les Italiens, c'était différent parce que le fascisme n'existait plus. Et finalement, ceci a contribué à souligner le caractère inutile des massacres, des luttes, des dommages, qui n'avaient plus de raison d'être. Alors, tout ceci, c'était contre-productif. Perché Roma è città aperta. La dichiarazione del governo Badoglio che Roma vuole essere considerata città aperta è un solenne e doveroso riconoscimento del sacro carattere della città eterna, alla quale i cattolici di tutto il mondo guardano come ad inesausto faro di carità e di sapienza cristiana. Questo era già consacrato dai trattati lateranensi comunicati a tutti i governi stranieri che ne avevano preso atto, riconoscendo il nuovo Stato Vaticano e la nuova figura internazionale di Roma, centro e città santa del cattolicesimo. Oltre a San Pietro vi sono storiche basiliche e chiese, quali Paolo, San Giovanni, Santa Maria Maggiore, Sant'Agnese, Trinità dei Monti. Ognuna di esse è anche un insigne monumento che custodisce sacre reliquie ed inestimabili tesori artistici, che sono patrimonio non solo dell'Italia, ma del mondo intero. Vi sono inoltre istituti della Santa Sede sparsi un po' dovunque nell'urbe, dal Palazzo Lateranense a quello di Propaganda Fide, al Palazzo della Cancelleria e ai grandi collegi internazionali. E oltre alla Roma cristiana vi sono la Roma pagana e quella del Rinascimento, che con i loro monumenti dicono e diranno sempre agli uomini dell'orbe civile che Roma non è solo capitale d'Italia, ma anche alma madre delle genti. Così altre città italiane che racchiudono monumenti, tesori d'arte e memorie interessanti tutto il mondo civile dovrebbero incutere un sacrosanto rispetto anche al più accanito nemico. Dal centro alla periferia, questi circoletti indicano i numerosi edifici considerati extraterritoriali dall'Italia e in dominio della Santa Sede in base ai patti lateranensi. Come discriminare gli obiettivi bellici da tutto ciò che è considerato nei secoli il più augusto e sacro patrimonio del mondo. Il popolo rinnova al Santo Padre, Vescovo di Roma, l'omaggio fervido e devoto per il suo paterno interessamento. Pio XII, accompagnato dal cardinale Maglione, impartisce l'apostolica benedizione Urbis et Orbis.
stenti, commosse acclamazioni del popolo romano, Pio XII è costretto a riaffacciarsi alla finestra del suo appartamento privato. E dalla benedizione dell'Augusto Padre risponde la voce invocante del popolo. Claudio Pavone, à cette époque de 1943, Mussolini est tombé, le gouvernement Badoglio continue la guerre avec les Allemands contre les Anglo-Saxons. Vous étiez résistant, vous venez d'être arrêté par la police fasciste. Quels étaient les sentiments de l'opinion vis-à-vis des Anglais et des Américains? Le sentiment général de la population italienne, ce n'était pas un sentiment de haine ou d'antipathie. L'on pensait que les vrais coupables des destructions, c'était le gouvernement fasciste, et puis également le gouvernement Badoglio, qui continuait une lutte qui n'avait plus de sens, qui était inutile. Alors je le répète, dommages inutiles. Cela, c'est une attitude que l'on retrouvera par la suite. Et il est toujours intéressant de le constater, parce que l'âme de la population était du côté des Alliés. Bon, puis alors il y a une deuxième question qui porte sur le rôle du pape, qui intervient pour que Rome soit une ville ouverte, c'est-à-dire non bombardée. Et sur le pape, vous savez qu'il y a eu beaucoup de polémiques. Comment voit-on son rôle en Italie? Le pape, et surtout pour la ville de Rome, est devenu un homme des plus importants. On l'a appelé Defensor Urbi, c'est-à-dire le défenseur de la cité. Le pape, dès le départ, dès le 10 juin 1940, lorsque l'Italie fasciste déclare la guerre à la France et à l'Angleterre, le pape avait demandé à ce que Rome ne soit pas bombardée. Les gouvernements alliés, en particulier les Anglais, ne l'ont jamais accepté, cela. Les Anglais garantissaient la neutralité du Vatican, d'accord, mais pour le reste, les Alliés ne s'engageaient pas. Lorsqu'à la fin, pour accélérer la chute de Mussolini, en effet, le premier bombardement a lieu le 19 juillet, et après cela, l'armistice, tractation avec Badoglio. À partir de ce moment-là, je vous le rappelle, les Alliés ont bombardé Rome, et le pape, à ce moment précis, a une idée très heureuse pour le sort du catholicisme après la guerre. Le pape a été l'unique autorité à se rendre dans le quartier de San Lorenzo, un quartier qui avait été détruit par les bombes. Et le pape est devenu un sauveur habillé de blanc au milieu de cette population désespérée, alors que ni Mussolini ni le roi ne se sont rendus dans ce quartier, n'ont pas eu le courage de se présenter dans la population. Et l'on peut penser que les bases du pouvoir démocrate chrétien ont été renforcées par cette image du pape qui s'est rendu au milieu de la population désespérée. Alors, les polémiques, il y en a eu au sujet de l'attitude du pape lors de la déportation des Juifs. Alors, il y a eu des lumières, il y a eu également des zones d'ombre. En effet, le 16 octobre 1943, les Allemands déportent tous les Juifs romains sur lesquels ils peuvent mettre la main. Et finalement, presque tous. Le pape, à cette occasion, ne s'est pas comporté comme beaucoup l'auraient souhaité, beaucoup de Juifs en particulier. Là-dessus, c'est sûr, les polémiques n'ont pas faibli, même maintenant. Alors je crois qu'on ne peut pas dire que le pape soutenait les nazis. On ne peut pas non plus dire qu'il a fait tout ce qui était dans son pouvoir pour éviter les massacres des Juifs. Nous allons voir maintenant des actualités françaises qui reprennent quelquefois des thèmes que nous avons abordés. L'école des cadres civiques de Maillet-de-Montagne reçoit le maréchal de France. Ici, des Français d'élite qui ont aujourd'hui un rôle important à jouer prennent connaissance de leurs devoirs et de l'œuvre qu'ils auront à accomplir chacun dans leur milieu et leur profession afin de seconder et d'aider le maréchal.
La croisade de l'air pur continue. Des centaines de milliers d'enfants des villes arrivent chaque jour à la campagne. Tous ces hôtels, ces palaces de Megève abritent maintenant des enfants des cités martyrs de l'Ouest et du Nord. Pour ces petits qui ont connu le cauchemar des nuits d'alerte, les bombardements ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Les services sanitaires ont transformé cet hôtel en infirmerie. La croisade de l'air pur a pleinement réussi. Un esprit d'entraide a animé tous les Français puisque grâce à l'effort commun, près d'1,5 million d'enfants, si souvent affaiblis par les privations actuelles, ont pu quitter les villes. Dans la Gironde, le De Grasse est devenu l'école des mousses et novices qui seront demain matelots et maîtres de notre marine marchande. Dans les ateliers du port, les futurs mécaniciens se perfectionnent dans le travail du fer et les futurs charpentiers apprennent le travail du bois. Les surliures sur les torons que seuls les mauvais marins négligent doivent être faites avant les fissures. Les gabiers s'initient au travail de la voile, le calfatage, l'école de nage. Sur les bossoirs, un canot est hissé. Celui-ci, en 1934, sauva l'équipage d'une goélette en détresse au large de Terre-Neuve. Tête nue, officiers, équipage et élèves assistent le soir à la rentrée des couleurs. Près de Talloires, au bord du lac d'Annecy, 100 jeunes filles, élèves du centre de formation de Gretz, monitrices d'éducation physique du secrétariat à la jeunesse, poursuivent en montagne le dernier stade de leur entraînement. Les célèbres dents de l'Enfant, bien connues des alpinistes, sont de remarquables écoles d'escalade. La descente en rappel qui exige plus de technique qu'on le croit. Et dans un ordre impeccable, c'est bientôt le retour vers les eaux rafraîchissantes du lac d'Annecy. Ayant pratiqué tous les sports avec méthode et discipline, ayant acquis ainsi une formation tant morale que physique, ces jeunes filles seront bientôt à même d'accomplir leur mission de monitrice dans les centres de jeunesse. Un ingénieur français, M. André Lenoir, constructeur des hélices de Normandie, vient de mettre au point une remarquable invention, la micropropulsion, dont voici une démonstration purement scientifique. Les hélices sont placées tout autour du bateau. Vision d'avenir, un transatlantique ainsi équipé n'offrirait plus de prise au roulis et au tangage et pourrait, paraît-il, dépasser des vitesses de 120 km/h. Solitude aux Champs-Élysées le 15 août. Image traditionnelle, les Parisiens ont surtout envahi les piscines de la capitale. La chaleur est étouffante. Les ours polaires du zoo ont le mal du pays. Seuls les singes ont le courage de se livrer à quelques plaisanteries. Le renne reçoit une ration de glace. Les lions abrutis par la température n'ont même pas la force de s'occuper du sculpteur Bartoletti. À Paris, au Gaumont Palace, une grande fête est donnée pour les familles des travailleurs français en Allemagne. Claudio Pavone, vous savez, quand on a fait appel à des volontaires pour aller travailler en Allemagne, il y en a eu très peu. Alors on est passé à la fameuse loi du STO, service du travail obligatoire, et nous sommes à une période de transition, même si la loi
a déjà plusieurs mois, où on essaye d'attraper les Français, comme on dit, pas avec du vinaigre. Donc on essaye de les séduire, etc. Et pendant ce temps-là, il se met en place un dispositif. On demande aux jeunes gens, comme vous, 1920, classe 1920, tous les gens sont priés d'aller au commissariat pour dire leur date de naissance, comme il y avait des Français qui étaient passés dans le sud, d'autres qui avaient changé de région et tout, une sorte de recensement. Et à peine les garçons de 1920 étaient recensés que, hop, on a fait appel à la classe 1920, elle est partie. Et un Italien de France, qui est bien connu, un écrivain qui s'appelle Cavana, a dit « Je me suis fait faire comme un con ». Et on peut dire que la classe 1920, qui aujourd'hui donc à 60, je ne sais pas combien, s'est fait faire comme un con. Alors ceux de la classe 21, on fait plus attention. De la classe 22, encore plus attention. Moi, j'étais de la classe 24, j'ai réussi à me sauver. Edith Piaf. Que c'était joli. Regardez mes mains, des mains de pauvre. Charles Trenet. C'est la romance de Paris, au coin des rues, elle fleurit, que tout le monde en a été fleuri. C'est la romance de Paris. L'orchestre Fred Allison. En Allemagne, sur l'invitation du Führer, des blessés et des permissionnaires venant du front de l'Est, ainsi que des ouvriers de l'armement, arrivent à Bayreuth où ils vont assister aux grands festivals annuels. Le final des maîtres chanteurs de Nuremberg. Malgré les bombardements, la vie artistique se poursuit dans la célèbre capitale wagnérienne. Voici, près de Varsovie, dans le gouvernement général, une verrerie en pleine activité. Le mélange de sable siliceux, soigneusement brassé et porté à la fusion dans les fours incandescents. Un souffleur se hâte, en gestes rapides, précis et harmonieux, d'en faire un manchon de verre aux parois d'égale épaisseur. Les deux extrémités sont coupées. Le manchon est fendu par son milieu et c'est, au bout de quelques instants, une vitre plane et sans défaut. Le service du travail bulgare a entrepris la construction de la voie de chemin de fer reliant Sofia à Salonique et passant par le défilé de Rubel. Dans les centres d'apprentissage de la Société nationale des chemins de fer français, des milliers d'adolescents sont formés au rude métier de cheminot. Les voici, à l'heure des vacances, dans les domaines que la SNCF met à leur disposition. En Haute-Savoie, au camp du Pas de l'Échelle, sous la conduite de moniteurs éprouvés, les apprentis partagent leurs loisirs entre les jeux du stade et la natation.
C'est ainsi que par toute la France, organisations officielles et privées reçoivent en 1943 6 fois plus d'enfants dans les colonies de vacances qu'en 1937. 1 200 000 cette année connaissent les joies du plein air et du sport pratiqués en commun grâce à la croisade de l'air pur. Cette journée bien remplie se termine par un feu de camp. Haute-Silésie, des épreuves sportives vont opposer les équipes de tous les travailleurs étrangers en Allemagne. Succès complet pour nos couleurs. Dans le classement général, la France sera première. L'épreuve la plus importante, le match de football France-Bohême-Moravie. Le 11 français en chemise claire sera victorieux par 2-1. Plus que quelques minutes avant le coup de gong du match Pérez-Nadal. On bande les mains de Nadal pendant que Pérez, à peine guéri de sa blessure à l'arcade sourcilière, achève de se préparer. Le champion de France semble vouloir bousculer Nadal et marque un très net avantage durant les 4 premiers rounds. À la 6e reprise, l'accident tant redouté se produit. L'arcade sourcilière de Pérez vient de se rouvrir. L'arbitre arrête le combat. Pérez abandonne et Yves Nadal est champion de France pro plume. Une cinquantaine de nageurs et nageuses participent à la traversée de Paris à la nage. Sur une distance de 6 km, les concurrents vont descendre la Seine, disputant ainsi les championnats de Paris de grand fond. Chez les hommes, Pelletier et Le Morvan nagent longtemps de concert jusqu'à ce que Jacques Pelletier démarre pour gagner nettement détaché. Dans la catégorie féminine, la favorite Monique Berliou effectue le parcours en dos crawlé. Monique Berliou arrive bonne première. Bravo Monique, bravo Pelletier. Une fois de plus, la banlieue parisienne est en deuil. Une centaine de morts, 150 blessés, tel est le tragique bilan. Aussitôt après le raid de l'aviation anglo-américaine, les services publics, parmi lesquels les jeunes des équipes nationales, sont là, présents, payant de leur personne. Et les actes de dévouement se multiplient. Des rues entières sont anéanties. Les torpilles aériennes ont fait leur œuvre. Partout, la désolation, la misère, la souffrance, la mort. À Rome, la princesse de Piémont, fille du roi Albert Ier de Belgique, remet elle-même des secours à la population si affreusement éprouvée par le récent bombardement de l'aviation anglo-américaine qui a détruit plusieurs quartiers de la ville éternelle. Chef-d'œuvre le plus précieux de l'architecture du début du christianisme, la basilique Saint-Laurent, construite au IVe siècle, était l'une des plus anciennes églises de Rome. Il n'en reste plus que des ruines que le pape Pie XII vient visiter. Des planeurs de transport de grande dimension ayant à leur bord des motos-chenilles sont tractés vers les lignes.
le câble de remorque est lâché et le planeur descend silencieusement. Rapidement, l'équipage et les motochenilles se dirigent vers le secteur d'attaque. À Salonique, le maréchal Rommel vient d'inspecter les troupes qui veillent sur les côtes de la mer Égée. Claudio Pavone, les voyages de Rommel nous donnent la chronologie des craintes que Hitler peut avoir d'un débarquement en Europe. On l'a d'abord vu en Italie, maintenant on le voit en Grèce. Et puis on va le revoir en Italie, c'est-à-dire qu'ils ne craignent plus de débarquement dans les Balkans ni en Yougoslavie. C'est simplement une remarque que les actualités peuvent dire quelquefois ce qu'elles ne veulent pas dire. Des divisions de chars lourds arrivent en Grèce afin de renforcer les défenses allemandes dans cet important secteur. Dans la région d'Orel, la lutte se poursuit avec acharnement. Tandis que nous voyons ici, du côté allemand, les troupes fraîches montées en ligne, les soviets, sans craindre les pertes considérables tant en hommes qu'en matériel, lancent toujours vers le front de nouvelles unités de chars et de nouvelles escadres aériennes. Tout le front de l'Est, attaques soviétiques et contre-attaques allemandes se succèdent. Claudio Pavone, j'ai envie de vous demander d'abord quelle réaction vous avez devant ces actualités françaises. Je crois qu'il y a deux grandes similitudes avec les journaux de l'actualité fasciste. D'abord, la voix du speaker, une voix que nous appelons une voix de lecteur, une voix très masculine, très emphatique, très forte. Et le peu d'espace qu'on laisse aux scènes de guerre, comme pour rassurer la population, comme pour leur dire que la chose la plus importante, en août 1943, eh bien, ce sont les plongeons dans les piscines, les joutes sur la Seine et les excursions. Une vision édulcorée, fausse. Mais j'ai des questions plus politiques à vous poser. Après la chute de Mussolini, en France, il y a le régime de Pétain, nous le savons. On a pu comparer Badoglio et Pétain d'une certaine façon. Et les fascistes français ont peur qu'il se passe quelque chose d'imprévisible et ils voudraient que Pétain intervienne beaucoup plus contre les Russes avec les Allemands. Mais les fascistes italiens,
Les fascistes italiens, après le 25 juillet, n'ont pratiquement plus bougé. Ceci, malgré la grande peur de Badoglio d'une réaction fasciste, les fascistes se tinrent quoi? Mais chez les fascistes, ceci a créé l'impression d'avoir cédé sans combat. C'est ce qui explique la férocité des fascistes par la suite lors de la République sociale, lorsque les Allemands ont occupé l'Italie. Un gouvernement fasciste s'est constitué à ce moment-là et les fascistes se sont vengés de leur propre lâcheté du 25 juillet 1943. Je sais que c'est un petit peu compliqué, mais je crois que ceci explique bien des choses. En effet, les fascistes pensaient qu'ils ne pouvaient pas tomber sans rien faire. Et parmi les résistants, on voulait également se venger de la férocité fasciste. Au fond, il n'y avait qu'une vingtaine d'années qui s'étaient écoulées depuis. Et puis alors, il y a une deuxième question qui porte non pas sur les fascistes, mais sur les communistes et sur le rôle des communistes dans la résistance. Vous-même, vous étiez socialiste à l'époque et non communiste. Quel était le rôle des communistes et quels étaient leurs rapports avec Moscou, le Comintern? On a dit que Togliatti a joué un très grand rôle. Vous pouvez nous expliquer cela? Oui, les communistes étaient considérés comme les antifascistes les plus intransigeants parce que c'était ceux qui s'étaient le plus battus. Et surtout, c'était ceux qui étaient les plus à gauche. Donc, les moins disposés à se mettre d'accord avec le roi et avec Badoglio. À un certain moment, en mars 1944, en Italie, le chef du Parti communiste est rentré, Togliatti, et a dit, plutôt que de se battre entre nous, pourquoi ne pas faire une guerre d'unité nationale? Nous pouvons donc nous mettre d'accord avec le roi. C'est ce que l'on appelle la volte-face de Salerno. Les partis antifascistes n'ont pas tous été d'accord, mais on finit par s'aligner sur cette position. On a beaucoup discuté en Italie de cela, et on s'est posé la question de savoir si Togliatti obéissait à Moscou, ou bien s'il avait un projet propre pour l'Italie, pour réaliser l'unité nationale contre les fascistes. Oui, parce que de façon surprenante, il faut le préciser, Staline avait reconnu le gouvernement de Badoglio, qui était un gouvernement monarchiste, et au fond, une sorte d'accord s'était fait avec les anglo-saxons sur le sort de l'Italie. Et il faut préciser aussi que les Russes avaient exigé de participer aux négociations avec Badoglio ou avec le roi, en faisant valoir que beaucoup d'Italiens étaient morts en Russie, que par conséquent ils avaient le droit de participer. Mais comme les Américains les ont peu à peu écartés de cette négociation, les Russes ont dit, bon, ben écoutez, nous, en Roumanie et en Pologne, on fera ce qu'on veut. C'était une sorte d'alternance de mesures de rétorsion contre un allié pas très sûr. Donc, on peut se demander comment il se fait, pourquoi Staline a quand même reconnu Badoglio. Et justement pour cela, justement pour ce que vous venez d'expliquer, ce qui explique ce que feront en Roumanie, en Bulgarie les Russes. C'est-à-dire que Staline a été écarté lors des négociations avec le gouvernement Badoglio et c'est avancé. Et lorsque les alliés anglais et américains considéraient que Badoglio était suspect, lui, il a été plus loin qu'eux. Lui, il les a dépassés et lui, il a reconnu Badoglio. Et c'est ce qui explique l'arrivée de Togliatti et c'est ce qui explique le fait que Togliatti a dit collaborons avec le roi et avec Badoglio. Togliatti était un petit peu garanti par la décision de Staline qui consiste à reconnaître Badoglio. Et vous, quelle était votre position personnelle? Ma position personnelle, c'était que Togliatti avait commis une erreur. J'étais extrémiste, j'étais intransigeant, j'étais très jeune. On peut appeler cela de différentes manières. Mais beaucoup de résistants du Nord ont pensé que Togliatti trahissait la lutte de la résistance. Et puis les choses ont changé, on a présenté beaucoup d'opinions. On a pensé que Togliatti, et c'est vrai que Togliatti avait évité le sort de la Grèce à l'Italie. En effet, en Grèce, après l'arrivée des Alliés, il y a eu une guerre civile lors de la libération. Alors je crois que cette attitude de Togliatti a évité une guerre civile à l'Italie. Je crois qu'on lui rend acte. Merci Claudio Pavone, et peu de personnes peuvent ainsi analyser et mesurer exactement, avec votre passé propre et votre expérience d'historien aussi,
le rôle des communistes, de Staline, des résistants en général pendant cette période. La prochaine fois, nous verrons des actualités soviétiques et américaines.